Une générale décorée de l'armée américaine voulait simplement acheter un bracelet lors d'une foire locale. 10 minutes plus tard, elle était attaquée par un chien policier, menotté, accusé de vol à main armée. Pourquoi? Parce qu'elle portait un uniforme militaire. Et parce qu'elle était noire. Ce n'est pas un film. C'est une histoire vraie qui a bouleversé la nation. Appuyez sur un si vous pensez que cette histoire mérite d'être entendue. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres récits puissants comme celui-ci. L'air printanier à Beacon Hill était vif, doux, chargé de cette énergie que seule une tradition bien aimée peut apporter. C'était le jour de la foire annuelle d'été, une célébration de la vie, de la communauté et de la joie. Des vendeurs bordaient les rues, baignés de soleil, leurs stands colorés débordant de produits faits main. L'odeur du maïs grillé, des pâtisseries sucrées et du pop-corn beurré flottait dans l'air. Les enfants couraient de stand en stand, leur rire résonnant comme une mélodie à travers le parc. Les couples se promenaient, main dans la main. Les familles posaient sous des arches de ballons pour des photos. Des musiciens jouaient des airs acoustiques, donnant à la ville entière des allures de cartes postales vivantes. Parmi la foule, une silhouette attirait les regards. Non pas qu'elle cherchait l'attention. La dignité se manifeste souvent sans un mot. La générale Helena Cross, haute gradée de l'armée américaine et officier profondément respecté, se déplaçait avec une grâce silencieuse dans son uniforme bleu marine formel. Des médailles ornaient sa poitrine, non pas comme une vantardise, mais comme le témoignage muet d'une vie de service. Ses cheveux, tressés en un chignon soigné sous sa casquette, luisaient de fils d'argent, témoins de décennies de commandement, de sacrifice et d'un sens du devoir inébranlable. Mais aujourd'hui, elle n'était pas une générale. Pas vraiment. Aujourd'hui, elle était une mère, une fille, une amie, juste une citoyenne parmi tant d'autres, profitant d'un rare jour de congé avec sa famille. Elle avançait lentement, s'arrêtant pour admirer des objets artisanaux, goûter aux produits locaux, échanger quelques mots avec des visiteurs qui la reconnaissaient non par son nom, mais par sa prestance. Près de l'angle du coin des artisans, elle s'arrêta. Un petit stand proposait des bracelets, porte-clés et pendentifs en cuir fait main. Derrière la table se tenait une femme et son jeune fils, un garçon d'à peine 10 ans, dont les doigts tendus tremblaient légèrement, alors qu'il lui présentait un bracelet brun. « C'est moi qui l'ai fait », dit-il timidement, sa voix presque noyée dans le tumulte de la foire. Helena s'accroupit à sa hauteur, son uniforme se plissant doucement, tandis qu'elle s'agenouillait dans l'herbe. Elle prit le bracelet avec une révérence presque sacrée. « Il est magnifique », dit-elle en le glissant à son poignet. « Je crois qu'il me va parfaitement. » Les yeux du garçon s'illuminèrent, son cœur gonflé de fierté. Sa mère, les yeux embués, demanda si elle pouvait prendre une photo. Helena accepta avec un sourire, s'agenouillant aux côtés du garçon rayonnant devant l'objectif. C'était un moment simple, éphémère, de pure humanité. Et puis, tout bascula. Un bruit sourd retentit, comme un coup de canon. Des cris éclatèrent. Les oiseaux s'envolèrent. La musique s'interrompit. Les gens se retournèrent dans toutes les directions, tentant de comprendre la scène. Une fumée noire s'élevait de l'extrémité de la rue, provenant de la façade brisée de Shatter's Fine Jewelry. Des éclats de verre jonchaient le trottoir. Une sirène hurlait au loin. À l'intérieur de la vitrine fracassée, une silhouette bougeait rapidement. Elle portait un uniforme militaire bleu marine, étrangement semblable à celui d'Helena. Un pistolet brillait dans sa main. Son visage était dissimulé sous une casquette abaissée. Il se déplaçait avec assurance, fouillant les vitrines et fourrant des bijoux dans un sac. Quelqu'un cria « Arrêtez-le! Il vole !» Le voleur n'hésita pas. Il s'enfuit du magasin, sauta par-dessus une pancarte renversée et se perdit dans la foule paniquée. 2 coups de feu déchirèrent l'air, l'un ricochant sur un panneau de rue, l'autre brisant la vitrine d'un café voisin. Les gens criaient, se jetaient au sol. Des enfants pleuraient.
Des téléphones furent dégainés, des directs lancés. La panique régnait. Et dans cette confusion totale, alors que les civils fuyaient dans tous les sens, une erreur tragique allait se produire. Le vrai criminel s'était fondu dans la foule. Et la mauvaise personne, une femme debout, dans l'uniforme qu'elle avait porté avec honneur, allait devenir suspecte. Le détective Grant Walker servait à Beacon Hill depuis plus de 10 ans. Assez pour faire confiance à son instinct, mais pas assez pour le remettre en question lorsqu'il se trompait. Appuyé contre sa voiture de patrouille, il sirotait un café tiède quand l'alerte grésilla dans sa radio. Vol à main armée en cours. Suspect de sexe masculin, porteur d'un uniforme militaire bleu marine. Dernière vue, direction du parc. Son corps se tendit. Il balaya la foule du regard. C'est alors qu'il la vit. Près d'un stand de nourriture, une grande femme noire en uniforme bleu marine, parlant tranquillement avec un vendeur. Posture droite. Présence remarquable. Uniforme? Oui. Emplacement? Oui. Race et genre? Assez proche. Sans réfléchir davantage, il prit sa radio. Suspect repéré. Besoin de renfort. Entrée de la foire. Il se dirigea rapidement vers elle, main près de son arme. Le soleil de l'après-midi brillait sur les médailles d'Elena. Elle se tourna à son approche, fronçant les sourcils. « Vous me parlez ?» demanda-t-elle. « Oui. Détective Grant Walker, police de Beacon Hill. J'ai besoin de vous poser quelques questions. » L'atmosphère changea, l'énergie bascula, les badauds ralentirent, les conversations s'arrêtèrent. Des téléphones furent levés discrètement. La voix d'Elena resta calme, mais tranchante. « Il y a un problème ? Il y a eu un vol. Le suspect portait un uniforme militaire. Vous correspondez à la description. » Elle le fixa, incrédule. « Vous pensez que j'ai cambriolé une bijouterie ?» Sa voix devint grave, posée. « Je suis la générale Elena Cross. Je suis ici avec ma famille. » La main de Walker tressaillit. Sa radio grésilla de nouveau. Unité canine en approche. Une voiture s'arrêta brusquement. Un berger allemand en sortit, grondant, tenu difficilement par son maître chien. « Reculez !» dit Walker à la foule. Elena leva doucement les mains. « C'est une erreur. Rappelez votre chien. » Mais Walker ne fit rien. Le chien bondit. Elena, réflexe militaire, esquiva avec une fluidité impressionnante. La foule haleta. Quelqu'un cria. « C'est une générale décorée. C'est excessif. » Elena répliqua, sa voix montant enfin. « Vous visez une femme innocente. » Des voix s'élevèrent. Les diffusions en direct se multipliaient. Mais Walker n'écoutait plus. Il sortit ses menottes. « Vous êtes en état d'arrestation. »« Pourquoi ?» demanda Elena, furieuse. « Soupçon de vol à main armée. » Elle le regarda avec une froide détermination. « Vous venez de commettre une grave erreur. » Mais elle ne résista pas. Elle laissa les menottes se refermer sur ses poignets. Elle resta droite, malgré le poids de l'injustice sur ses épaules. Autour d'eux, les protestations se faisaient de plus fortes. « C'est une héroïne! Libérez-la !» Mais Walker, les yeux fixés devant lui, suivait son instinct, ignorant la vérité qui lui faisait face. Les lumières fluorescentes de la salle d'interrogatoire bourdonnaient faiblement au-dessus d'elle, projetant une lueur blanche et froide sur la table en acier et les murs en parpaing. Elena Cross était assise, les poignets encore menottés, le métal mordant sa peau, mais elle gardait le dos droit. Elle ne se voûtait pas. Elle ne fléchissait pas. En face d'elle se tenait le détective Grant Walker, mâchoire crispée, bras croisés, les yeux allant d'elle à la porte. À ses côtés se trouvait le capitaine Vincent Toland, un homme au visage sculpté par des décennies de bureaucratie et d'autorité brutale. « Allons droit au but », commença Toland, sa voix plate, comme récitée. « Vous avez été vu près de la scène du crime. Vous correspondez à la description. Dites-nous simplement ce qu'il s'est passé, et on pourra s'arranger. » Elena le fixa sans ciller. « Je vous l'ai déjà dit, j'étais à la fête foraine avec ma famille. Il y a des témoins.
Des photos. Je n'ai rien fait de mal. Walker ne dit rien. Sa certitude d'avant commençait déjà à vaciller, mais Tolan insista. Général ou pas, si vous cachez quelque chose, c'est le moment de le dire. Elle serra la mâchoire. Si vous avez des preuves, présentez-les. Sinon, je veux mon avocate. Comme si c'était prévu, la porte s'ouvrit, laissant entrer Miranda Lee, tailleur impeccable, regard acéré, un dossier serré dans sa main. « Ce ne sera pas nécessaire », dit-elle en traversant la pièce d'un pas décidé. « J'ai la vidéo. » Tolan haussa un sourcil. « Une vidéo ?» Miranda posa le dossier sur la table et le fit glisser vers lui. Caméra de sécurité de la fête foraine. Avec l'heure. Ma cliente était présente bien avant, pendant et après le cambriolage. En pleine vue du public, entourée de civils, souriant sur des photos, signant des autographes à des enfants. Pendant ce temps, votre suspect You quittait les lieux dans un SUV noir 10 minutes avant son arrivée. Walker se pencha, examinant les images imprimées. Les horodatages étaient irréfutables. Son estomac se noua. La voix de Tolan se fit plus dure. Elle correspond à l'uniforme du suspect. Elle ne correspond à rien, répliqua Miranda sèchement. Sauf aux préjugés de votre service. Vous avez arrêté une officière décorée sur la base d'un uniforme et de la couleur de sa peau. Maintenant, libérez-la. Un long silence s'abattit sur la pièce. Tolan cherchait une réponse, mais la vérité s'effondrait déjà autour de lui. Walker expira, son assurance remplacée par une angoisse sourde. L'affaire s'écroulait, tout comme le mensonge qu'on avait tenté de bâtir. Tard dans la nuit, la salle d'interrogatoire était vide. Mais la vérité y flottait encore, comme de la fumée. Le détective Grant Walker était seul dans la salle d'épreuve, les yeux rivés à l'écran devant lui. Il repassait les vidéos encore et encore, sous différents angles, avec des horodatages différents. Toutes confirmaient ce qu'il craignait déjà. Helena Cross n'était pas la suspecte. Elle n'était même pas proche de la bijouterie lors du cambriolage. Le véritable auteur avait fui dans un SUV noir avant qu'elle n'arrive à la fête. La chronologie ne mentait pas. Mais le système, si. Les mots du capitaine Tolan résonnaient encore dans la tête de Walker, prononcés plus tôt dans la soirée. On ne peut pas laisser ça exploser. On fera d'elle le visage de l'affaire. Le public a besoin d'un nom, d'une histoire, de clôture. Walker avait toujours suivi les ordres. Il croyait à la hiérarchie et à la procédure. Mais maintenant, face à une preuve indiscutable et à un ordre de l'effacer, il comprit. Ce n'était pas une erreur. C'était une dissimulation. Il referma lentement l'ordinateur portable, écrasé par le poids du silence. Puis, pour la première fois depuis des années, il décida de sortir du rang. Il appela Decca Quinn, un ancien officier devenu lanceur d'alerte, un homme mis au banc pour avoir dit la vérité. En quelques heures, ils se retrouvèrent dans un petit diner à la périphérie de Beacon Hill. Walker avait tout apporté. Fichiers de caméras corporelles, registres d'arrestation, notes internes. Ensemble, ils épluchèrent tous les documents. Des schémas émergèrent. Mauvaise conduite, rapports falsifiés, témoignages truqués. Et au centre de tout cela, le capitaine Tolan. Depuis des années, il protégeait des agents au passé douteux, enterrait les plaintes, entretenait des liens silencieux avec des figures du crime organisé de Beacon Hill. L'arrestation d'Helena Cross n'était pas un accident, c'était un symptôme. Une fissure dans un mur de corruption. Et s'il n'agissait pas maintenant, il en ferait partie. Pour la première fois de sa vie, Walker décida de ne pas obéir. Il choisit la vérité. La conférence de presse eut lieu sur les marches du palais de justice, sous un ciel gris. Une foule s'était rassemblée en silence. Des dizaines de journalistes, épaule contre épaule. Les caméras braquées sur le podium, là où la vérité s'apprêtait à parler. Helena Cross s'avança la première. Vêtue non de son uniforme, mais d'un simple manteau noir, elle scruta la foule, sans colère,
mais avec détermination. Sa voix, calme mais ferme, résonna sur la place. J'ai servi ce pays pendant plus de 20 ans. J'ai mené des soldats sur des zones de guerre, négocié en temps de crise, défendu les valeurs que nous sommes censés partager. Et pourtant, j'ai été traité comme une criminelle, à cause de mon uniforme, à cause de ma couleur de peau. Si cela peut m'arriver à moi, à qui cela arrivera-t-il ensuite? Ces paroles tombèrent comme la foudre. La foule n'applaudit pas. Elle écouta. Elle comprit. À ses côtés, Miranda Lee brandit le dossier qui avait fait éclater la vérité. Vidéos, horodatage, témoignages, des preuves. Puis, à la surprise générale, le détective Grant Walker s'avança. Le visage pâle, mais le regard clair, il fit face aux caméras. « Je me suis trompé », dit-il simplement. « J'ai supposé, je n'ai pas vérifié. Et j'ai suivi des ordres dont je sais maintenant qu'ils visaient à protéger la corruption, pas le public. J'assume pleinement ma responsabilité. Et je témoignerai. » Le silence se brisa. Les questions fusèrent, les voix montèrent. Les téléphones retransmirent chaque mot en direct. En quelques heures, l'affaire fit le tour du pays. Les répercussions furent immédiates et profondes. Le capitaine Tolan fut arrêté le jour même, ainsi que 3 autres officiers supérieurs liés à des rapports truqués, des fautes dissimulées, des couvertures illégales. Des agents fédéraux lancèrent une enquête complète sur le département de police de Beacon Hill. Le rideau était tombé, et ce qu'il révélait ébranla toute la ville. Mais au-delà des sanctions, ce qui suivit fut un vrai changement. Pas des promesses, pas des excuses. Une réforme, réelle, tangible, attendue depuis longtemps. Et tout avait commencé par une voix qui avait refusé de se taire. Dans les mois qui suivirent, la tempête fit place à autre chose. Helena Cross ne disparut pas une fois les caméras parties ou les titres oubliés. Au contraire, elle construisit quelque chose de durable. S'appuyant sur son vécu et sa douleur, elle fonda une organisation nationale pour soutenir les victimes d'arrestations abusives et de profilage racial. Sa mission était claire, que plus jamais personne n'ait à se battre seul lorsque le système les trahit. Partout dans le pays, d'autres histoires émergèrent. Des voix jadis réduites au silence commencèrent à s'exprimer. Soutenues par la fondation d'Helena, des équipes juridiques se formèrent. Des enquêtes furent rouvertes. Ce qui avait été dissimulé était désormais révélé. Quant à Grant Walker, son insigne avait disparu, mais son chemin ne faisait que commencer. Il ne fuyait pas les conséquences. Il les acceptait pleinement. Il s'inscrivit dans un programme de justice pénale et devint instructeur en éthique policière, enseignant aux nouvelles recrues non seulement la loi, mais aussi la responsabilité qui l'accompagne. Dans chaque cours, il terminait la première leçon avec les mêmes mots. Vous pouvez choisir d'être un pion, ou vous pouvez choisir de défendre la justice. Des années plus tard, Helena se tint devant le Congrès, non comme une victime, mais comme une voix pour la réforme. Sa présence imposait le respect, non pas par son grade, mais par la vérité. « Ils ont essayé de me faire taire », dit-elle d'une voix calme et résolue. « Mais ils n'ont fait que me rendre plus forte. » Les législateurs écoutèrent. De nouvelles lois furent proposées. La surveillance fut renforcée. Leur histoire ne leur appartenait plus seulement. Elle était devenue un symbole de courage, de responsabilité, de ce qui peut arriver quand une femme tient bon et qu'un homme choisit de changer. Ce n'était plus un simple scandale. C'était un commencement. Et cette fois, le monde regardait. 2 mois plus tard, les échos de ce jour fatidique résonnaient encore. Mais la ville avait changé. Le visage d'Helena, autrefois affiché dans les journaux comme suspecte, ornait désormais des fresques communautaires. Son nom était devenu synonyme de résilience. Les écoles l'invitaient à prendre la parole. Des familles l'approchaient dans les parcs simplement pour lui dire merci. La fondation qu'elle avait créée avait déjà pris en charge plusieurs nouvelles affaires,
et les jeunes militants la considéraient non comme un symbole, mais comme une dirigeante forgée dans l'adversité. Pendant ce temps, dans un modeste amphithéâtre à la périphérie de la ville, Walker se tenait devant une salle de jeunes recrues. Sans un signe, mais avec plus d'autorité que jamais. « J'ai commis l'erreur de laisser la peur et les préjugés guider mes actions », leur dit-il. Cela a coûté à quelqu'un sa dignité et presque sa liberté. Ne soyez pas comme moi, soyez meilleurs. Les rues semblaient différentes maintenant. Pas parfaites, mais différentes. Car 2 mois plus tard, la vérité ne s'était pas estompée. Elle était devenue plus forte, et ceux qui, autrefois, gardèrent le silence commençaient à parler. 6 mois plus tard, Beacon Hill n'était plus la même. La foire d'été était revenue, plus discrète cette fois, plus sobre, mais toujours présente, un symbole de ce qui avait failli être perdu et de ce qui avait enfin commencé à s'épanouir. De nouvelles fresques bordaient les rues. L'une d'elles représentait une femme noire, en uniforme bleu marine, tenant la main d'un enfant. En dessous, on lisait « Ils ont essayé de me faire taire, mais ils n'ont fait que me rendre plus forte. » Au sein du commissariat, des changements profonds avaient pris racine. Un comité de surveillance citoyenne examinait désormais chaque incident majeur. La formation sur les biais n'était plus une formalité. Elle était obligatoire, continue et profondément personnelle. Les agents étaient évalués non seulement sur leur performance, mais sur la confiance de la communauté. Un nouveau chef avait remplacé Tolen, un chef qui parlait moins lors de conférences de presse et plus lors de réunions publiques. Et chaque nouvelle recrue, durant sa première semaine, assistait à une conférence dirigée par un homme qui avait autrefois porté le même insigne et commis une erreur dévastatrice. Grant Walker se tenait devant les cadets, privé de son autorité, mais pas de sa voix. Il ne maquillait rien. Je pensais que l'uniforme me rendait juste. Je pensais que mon instinct suffisait à justifier mes actes. J'avais tort, terriblement tort. Ne faites pas de mon erreur votre héritage. Pendant ce temps, Helena Cross était devenue un mouvement. Son organisation, l'initiative Cross, avait aidé des dizaines de victimes d'arrestations injustifiées, offert une aide juridique à des familles réduites au silence par la bureaucratie et mené des actions de plaidoyer au niveau étatique et fédéral. Elle se rendait dans des villes où son nom était à la fois respecté et redouté. Elle s'asseyait face à des législateurs, des militants, voire des chefs de police, non pas en ennemis, mais en voix incontournable de vérité. Elle portait encore parfois son uniforme, mais désormais, ce n'était plus seulement un symbole de devoir. C'était un rappel de la fragilité de la justice quand les suppositions remplacent les faits, et de la puissance qu'une seule voix peut avoir lorsqu'elle est portée par la vérité. 6 mois plus tard, la colère ne s'était pas dissipée, mais elle avait trouvé une direction. La douleur ne s'était pas effacée, mais elle avait trouvé un but. Et à travers tout cela, Helena restait inébranlable. Non pas parce qu'elle n'avait pas été bouleversée, mais parce qu'elle avait appris à se relever. Pas pour les applaudissements, ni pour la vengeance, mais pour ceux qui viendraient après elle. Pour ceux qui restent invisibles, inaudibles, jugés d'un seul regard. Beacon Hill avait changé. L'Amérique avait écouté, ne serait-ce qu'un instant, et Helena Cross s'était assurée que cet instant résonnerait pendant des années. Cette histoire nous oblige à affronter une vérité dérangeante. Il suffit d'un regard biaisé, d'une décision précipitée, d'un moment de pouvoir incontrôlé pour transformer un innocent en criminel. Nous apprenons que l'honneur, le grade et même toute une vie de service ne suffisent pas à protéger quelqu'un des préjugés, à moins que le système lui-même ne soit reconstruit de fond en comble. Si j'étais la personne dans cette histoire, je ne chercherais pas la vengeance. Je choisirais de parler, de guider et de protéger ceux qui viendront après moi. Mais je sais aussi qu'une seule voix ne peut pas réformer un système entier. Le changement exige une prise de conscience collective, le courage de remettre en question l'ordre établi et la volonté d'agir. Le racisme aura-t-il disparu en 2050 ? Je ne sais pas. Mais si nous restons silencieux aujourd'hui,
ce futur ne sera en rien différent du présent. Ce n'est qu'en réfléchissant, en nous relevant et en refusant d'ignorer l'injustice que le rêve d'un monde véritablement égalitaire passera de l'espoir à la réalité. Remarque, cette histoire est entièrement fictive et a été créée dans le but de sensibiliser. Elle met en lumière des questions de responsabilité, de justice et de respect de la dignité humaine. Nous nous opposons fermement à la violence, aux préjugés et à l'injustice sous toutes leurs formes. Discrétion du spectateur conseillée.